Bon, mesdames et messieurs, merci en fait du coup d'être encore présents. J'ai la lourde responsabilité de venir animer en fait du coup cet après-midi et j'en remercie les organisateurs de m'avoir fait cet honneur. Du coup, je me présente, Mathieu Forge, je suis directeur de projet au sein de la délégation ministérielle au numérique en santé, qui est donc la petite équipe qu'ont créé Dominique Pont, que vous avez vu en fait ce matin, et Laura Lutourneau, qui essaye en fait, non pas simplement dans son coin, mais avec les acteurs de terrain, qui essayent de faire que cette transformation en fait du coup numérique, dont on parle quand même depuis longtemps, ben, elle soit effective en fait, elle soit réalisée, elle soit réaliste et elle soit efficiente. C'est un vrai plaisir en fait du coup d'être ici avec vous parce que moi la santé numérique je l'ai découvert par le prisme du vieillissement. Alors qu'initialement, moi, je suis issu d'une structure où je travaillais sur le vieillissement de la population. Alors, bien entendu, avec un spray numérique, en fait, dématérialisé, mais pas que. Et donc, il y a un petit peu plus d'un an de cela, quand Laura Letourneau et Dominique Pont m'ont appelé, et il y a même des gens dans la salle qui peuvent témoigner, qui étaient à côté de moi là, quand j'ai reçu les premiers messages, et qui m'ont dit on aimerait venir, du coup, on s'intéresse à toi, est-ce que ça ne te dirait pas de venir? Ben, un peu comme disait Dominique ce matin, je dis mais moi le petit provincial qui travaille sur mes petites gérontos techno, en fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans le cadre de la santé numérique et tout. Et en fait c'est ça qui est intéressant. À double titre, ils m'ont dit ben non, l'innovation justement, on pense qu'elle doit et partir en fait du coup du terrain. Et on a besoin en fait du coup des gens de terrain qui savent réellement qu'est-ce que ça implique. Et que lorsqu'on met une innovation en fait du coup dans un EHPAD, mais qu'on ne sait pas en fait c'est quoi le travail d'une AS, d'une ASH, en fait d'une IDEC ou autre, on n'a rien compris. Et de la même façon, ils m'ont dit mais les gérontotechno, ou en tout cas le vieillissement de la population, en fait, c'est un vrai enjeu, en fait, et qui, dans l'innovation, ne doit pas non plus simplement en fait s'inspirer, mais elle également doit venir en fait de ces enjeux sociétaux, être portée par cela, pour que derrière ça fasse sens, pour pas simplement en fait qu'on fasse de l'innovation pour de l'innovation, mais pour qu'on réponde réellement du coup à des problèmes de nos citoyens, de notre société. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la stratégie d'accélération en santé numérique. Je ne sais pas si on peut diffuser en fait les slides avec, s'il vous plaît. Je peux la faire sans slide, mais c'est quand même plus pratique. Top. Alors, la stratégie d'accélération en fait du coup santé numérique, c'est quoi? Et si on peut avoir le deuxième slide, j'ai un support peut-être. C'est sur l'ordinateur, tout simplement. Parfait. Voilà. Alors, cette stratégie en fait, du coup, d'accélération en santé numérique, ça, c'est le petit encadré. Comme vous pouvez le voir, comme vous l'imaginez, elle ne sort pas de nulle part et d'un coup, on ne s'est pas réveillé en disant il faut faire de l'innovation en santé numérique. Dominique en a un petit peu parlé en fait, du coup, ce matin. Il y a un premier constat qui a été établi. Donc, son rapport en 2018, la maison, les 30 actions, le virage numérique. Voilà. Bref, je ne vais pas refaire en fait, du coup, tout le discours. Et effectivement, est arrivé en 2021 le Ségur, qui a été un formidable catalyseur. Je vais en reparler en fait du coup 2-3 minutes. Mais ce qui est super, c'est que ça nous permet en fait assez rapidement cette stratégie d'accélération qu'on envisageait potentiellement en fait ici 5, 10, 15, 20 ans, ça permet de la pousser en fait dès maintenant. Pourquoi? Parce que l'innovation. Ah, j'ai pas le droit de bouger. Je bouge. Ah ouais. D'accord. Alors ça j'aurais dû être dans les conditions, en fait, ouais, dans les CGU, j'avais pas lu les petites listes alinéas, en fait, du coup derrière, qu'il faut rester du coup à ma place. Très bien. Bon, je vous en prie, très bien. Je sais aussi le faire statique. Et voilà. Du coup, j'aurais dû peut-être mettre une chemise. Cette stratégie d'accélération, en fait, du coup, pourquoi elle arrive maintenant? Parce qu'on sait qu'un des grands freins de l'innovation, que ça soit du coup dans le sanitaire, dans le médico-social ou autre, typiquement justement c'était l'interopérabilité. C'est-à-dire que beaucoup d'établissements me disaient mais nous on serait ravis en fait d'avoir des détecteurs de chute, d'avoir de plein de choses, mais si derrière vous n'êtes pas capable de vous connecter moi à mon outil que toutes mes idées ou toutes mes infirmières en fait du coup ont dans mon établissement et qu'à chaque fois vous allez leur rajouter en fait du coup quelque chose, aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Et c'est justement parce qu'il y a tout ce travail en fait, du coup, qui est fait en amont qu'on se dit que c'est le bon moment en fait, de booster l'innovation. Alors, je ne vais pas vous refaire la maison. Ce matin, vous avez eu l'architecte de la maison en temps réel qui vous la présente. Donc, je n'ai quand même du coup pas la prétention de réexpliquer en fait c'est quoi la maison.
Ce matin, on a beaucoup parlé quand même des services socles et référentiels socles en fait, pour aboutir à mon espace santé. Ce que je vous propose là, pendant la petite demi-heure qu'on va passer en fait, du coup, ensemble, c'est de monter dans les nuages et d'aller en fait, du coup, notamment sur ces aspects innovation. Alors, cette maison, en fait, du coup, cette stratégie d'accélération, il ne faut pas se leurrer, elle est rendue quand même du coup possible, notamment grâce au programme Ségur. Dominique en a parlé, mais je me permets en fait de remettre un élément parce que c'est important de voir pourquoi derrière, comment on peut faire cela. Le programme Ségur, entre autres, c'est quoi? C'est de se dire, il y a le patient et autour du patient, il y a différents champs, secteurs en fait, du coup, d'activité. Donc, on a parlé ce matin. Bien entendu, nous, en fait, on va s'intéresser beaucoup au médico-social, en fait, aux établissements de santé, mais également l'imagerie, la médecine de ville, la pharmacie. Et l'idée, c'est quoi? C'est en se basant en fait sur 4 services socles, le DMP, MSS, INSS et ProSanté Connect, que je n'ai pas représenté, d'avoir un partage efficient en fait, du coup, des données. Et c'est là où, une fois de plus, on se dit maintenant qu'on permet cela, c'est en cours, ce n'est pas finalisé. On sait très bien qu'au 1er janvier 2022, tout ne fonctionnera pas parfaitement et tout ne sera pas mis en place. Cependant, on y arrive, c'est-à-dire le déploiement de mon espace santé sera possible. Et c'est donc dès maintenant qu'il faut passer, en fait, du coup, prévoir la phase supérieure, à savoir la stratégie d'accélération. Cette stratégie d'accélération, l'objectif, il est simple. Il est résumé en une phrase. C'est comment faire de la France le leader en Europe en santé numérique et un des leaders mondiaux. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, pour construire cette stratégie d'accélération, il y a une démarche collaborative. Et de la même façon qu'on a l'habitude de faire de la co-conception sur c'est quoi les outils, services qu'on va pousser, là on l'a même réalisé pour notre plan d'action stratégique. C'est de se dire, on allait interroger en fait des individus, des professionnels, bien entendu des industriels, et on a lancé un grand sondage en ligne, dire selon vous, c'est quoi en fait à la fois les irritants, les problèmes qui du coup en fait vous empêchent là à l'heure actuelle de pousser de l'innovation. On a parlé de l'interopérabilité, mais il y en a plein. Il y a l'accès au marché qui peut être complexe, l'absence de terrain d'expérimentation, peut-être aussi l'absence d'acculturation en fait du coup sur le terrain. Donc on a recueilli en fait du coup tous ces avis-là, quand même presque 500 avis. Il y a eu ce qu'on appelle une grande instruction interministérielle. Alors c'est ça aussi qu'on a réussi à pousser. C'est que ça ne se fasse pas en fait du coup ministère par ministère, mais que ça se fasse vraiment du coup ministère de façon coordonnée. Alors moi qui ne connais pas du tout en fait avant cela en fait les aspects des grands ministères, j'ai découvert que rien que ça c'était une réussite. Rien que ça, c'est-à-dire que finalement, autour de la table, il y avait le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie, le ministère des Solidarités et de la Santé, le SGPI, donc c'est-à-dire les services du Premier ministre, qui ensemble définissaient en fait, du coup, une stratégie, s'entendaient sur des budgets qui pilotaient. Déjà ça, on n'est pas les seuls, hein, il y en a du coup plein d'autres, mais déjà ça, en fait, c'est toujours un petit exploit, mais c'est ce qui fait qu'on parle toujours d'aller ce collectif. On va le chercher, en fait, du coup, même au plus haut niveau de l'État. Et donc, pour atteindre, en fait, ces nuages, on a décidé de matérialiser ça sur une fusée. Mais il y a toute la cellule com qui s'y est mise. On a dit, allez, on fait une fusée qui est donc disposée en 5 étages que je vais un petit peu plus vous développer aujourd'hui. Premier étage, du coup, en fait, l'essentiel, la formation. Pourquoi? Parce que pas d'innovation sans terreau fertile, pas d'innovation possible si pas d'acculturation, si pas de compréhension en fait, du coup, des enjeux et donc derrière des usages. Deuxième niveau, forcément, la recherche. Donc là, on essaie de préparer encore plus l'avenir et donc il faut anticiper non pas ce qui va se faire en fait, du coup, là, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, mais ce qui va se faire dans les 20, 30 prochaines années. Et donc, un grand plan d'investissement en fait, et de recherche en santé numérique pour la santé du futur. Troisièmement, en fait, du coup, la maturation, c'est-à-dire les projets qui sont déjà en phase de recherche à l'heure actuelle, là, comment leur permettre d'aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus vite, d'accélérer, et notamment avec tous les outils et services que l'on est en train de déployer, comment ils vont rapidement rentrer en lien avec ces outils et services-là. Quatrièmement, l'expérimentation. J'y reviendrai un petit peu plus précisément, mais on sait que c'est un des manques à l'heure actuelle, et on va en parler notamment dans l'après-midi sur des aspects de co-conception ou autres, c'est avant de pouvoir déployer un outil ou un service innovant en fait, sur le marché, comment derrière on va pouvoir l'expérimenter, c'est-à-dire le mettre en conditions réelles, avoir des retours vraiment du coup de terrain qui vont nous permettre de l'améliorer pour qu'une fois qu'on l'aura vraiment sorti, en fait, cet outil, il répondra vraiment aux besoins, il sera vraiment inclus dans les pratiques professionnelles, etc.
Et enfin, 5, le déploiement du coup, à grande échelle et notamment comment accélérer la mise sur le marché du coup, de dispositifs innovants dont à l'heure actuelle même on est en train de définir comment permettre potentiellement de les valider, de les rembourser ou autre. Le médicament, on sait faire. Ça fait très longtemps, en fait, du coup, les études cliniques, voilà. Les dispositifs médicaux aussi, là, du coup, on sait faire. Mais les dispositifs médicaux numériques, une application, en fait, comment on l'évalue? Comment on sait qu'elle doit être remboursée ou pas? Comment on arrive à faire une évaluation clinique, du coup, comment on dit, en randomisé, en double contrôlé, double aveugle? En fait, mais vous ne pouvez pas savoir si vous utilisez un logiciel ou si vous utilisez un placebo. En fait, c'est un logiciel, c'est un logiciel. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut qu'on arrive à craquer un petit peu pour que derrière, on accélère la mise sur le marché de ces innovations. Et donc, je vous propose aujourd'hui de rentrer dans la fusée, en fait, avec moi, et de faire 6 actions emblématiques. Il y a une trentaine d'actions dans il y a 650 millions d'euros de budget. In fine, c'est presque une nouvelle feuille de route. En fait, voilà, je ne vais pas vous présenter les 30 actions, mais il faudrait 4 heures, et en plus, je ne les connais pas par cœur toutes, mais au moins 6 qui me paraissent un peu emblématiques. Première action, donc on revient à la base de la fusée, la formation. Là, on s'est posé, on se dit, bon, la formation, il y a quand même beaucoup de professionnels. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a quelques diplômes universitaires sur la santé numérique qui sont formés. Voilà, il y a quelques cours qui sont dispensés un peu à droite, à gauche. Mais très sincèrement, en fait, du coup, pas grand-chose. Et souvent, c'est très spécifique. C'est vraiment pour les spécialistes, ceux qui font de l'analyse d'images, en fait, et voilà, pour voir comment l'IA peut impacter. Bon, c'est très bien, c'est passionnant. Mais nous, on se dit, il faut que tout le monde soit formé. Et donc, grand plan d'investissement déjà sur la formation initiale. On va sortir d'ici la fin de l'année un appel à manifestation d'intérêt pour l'ensemble des établissements de formation du supérieur, donc ça soit pour les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, enfin bref, toutes les professions de santé du supérieur, pour qu'elles aient du numérique en santé en formation initiale, et ça de façon quasiment obligatoire. Donc on vise à peu près 70 000 étudiants par an, du coup en flux, donc on pourrait un peu plus de 200 000 étudiants sur 3 ans, et l'idée c'est bien entendu de pérenniser ça. Et donc on a bien conscience que ça va mettre ensuite du temps à que ces étudiants qui soient formés arrivent sur le marché, mais au moins on se dit, déjà on met en fait du coup dans les têtes de tout le monde que la santé numérique, c'est pas simplement en fait du coup un artifice ou quelque chose en plus, c'est vraiment, ça doit être à la base en fait du coup de la formation. Et donc avec cette AMI, là, donc de à peu près 70 millions d'euros, en fait, on va financer la formation numérique en santé, mais on ne s'arrête pas là. On se dit, mais si vraiment on veut que ça se pérennise et que ça rentre en fait, du coup, dans les programmes, en fait, que ça rentre du coup, dans le principe que la formation du numérique en santé, ça doit rentrer dans les cursus de santé, on est en train de définir un référentiel de compétences en numérique en santé qu'on veut socle et transversal. On veut qu'il soit transversal à toutes les professions de santé. Et notamment dans une logique de désilotage, et puis de se dire que mais en fait, le numérique en santé, ça touche tout le monde. Tous les professionnels de santé devront avoir ces compétences. Et on veut qu'il soit socle, c'est-à-dire, bien entendu, chaque profession a ses spécificités et pourra y rajouter autre chose. Et donc, ce référentiel de compétences, qu'on est en train de valider à l'heure actuelle avec un groupe de travail reprenant l'ensemble des conférences des doyens, des associations nationales professionnelles, des associations nationales étudiantes, on veut derrière qu'il puisse intégrer tous les arrêtés de compétences de toutes les formations. Donc c'est un travail un peu au long cours, je ne vais pas vous cacher, parce que chaque formation, si vous voulez, a un arrêté qui définit toutes ses compétences. Et à chaque fois qu'on va en modifier une, on va revenir derrière, dire bonjour, c'est nous le numérique en santé, savez-vous, avez-vous entendu parler de nous? Et l'idée, c'est vraiment de modifier tous les arrêtés pour que le numérique en santé soit vraiment à la base du coup, de la formation. On va former également en fait, ce qu'on appelle des expertises connexes, c'est-à-dire bien entendu les professionnels de santé sont au cœur du numérique en santé, mais ils ne sont pas les seuls. L'idée de se développer également les ingénieurs, en fait, du coup, les professions vraiment sur les aspects du coup, numériques, qui font du développement logiciel par exemple. Également les juristes, parce qu'on sait que la réglementation en fait, du coup, évolue rapidement et on a besoin d'experts. En fait, c'est bien beau de pousser des innovations, mais si derrière on n'a pas des gens qui sont en capacité de se dire mais comment, dans quel cadre en fait, réglementaire ça va se faire, on ne va rien pousser du tout. Et également ce qu'on appelle les professions réglementaires pour labelliser aussi, voire certifier, voire permettre le remboursement de ces dispositifs médicaux numériques. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un gros goulot d'étranglement par là. Première action, la formation. Deuxièmement, j'en ai un petit peu parlé, en fait, c'est un grand programme en fait, du coup, d'investissement de recherche, et donc un PEPR de 60 millions d'euros, qui à l'heure actuelle est encore en cours de consolidation avec l'INRIA
Donc l'INSERM, l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, l'INSERM, l'Institut de recherche pour la santé. Et donc là, c'est de se dire quels sont les grands enjeux de santé demain. Les jumeaux numériques, bien entendu l'intelligence artificielle, et d'avoir un grand programme à la fois, bien entendu, d'investissement, d'équipement, mais également de lancer des programmes de recherche dessus. Troisièmement, donc on monte petit à petit en fait, les étages de ma fusée, l'évaluation de la valeur ajoutée médicale. Donc ça, je vous en parlais en fait à l'heure actuelle. On a quelque chose, bien entendu, il y a déjà des dispositifs existants, mais qu'il faut pousser un petit peu plus loin, c'est comment on arrive à prouver qu'un dispositif du coup, numérique a une vraie valeur ajoutée derrière sur la qualité de prise en charge, la qualité des soins, voire même la qualité de vie en fait, du coup, de ces individus pour potentiellement derrière favoriser leur marché ou même du coup, leur remboursement. Et donc là, c'est au minimum de 20 millions d'euros par an, en fait, dès maintenant, pour se dire, OK, on va appuyer ça par des appels à projets, on va booster un peu l'évaluation de ces dispositifs. 4. Renforcer les aides à l'innovation. Là aussi, à l'heure actuelle, on avait des aides à l'innovation assez poussées finalement dans le secteur du numérique global, ou alors dans le secteur de la santé. Mais finalement, c'est un peu le problème parfois quand vous êtes à la jonction, c'est que régulièrement, ça vous permet d'aller voir un peu à droite ou à gauche, mais souvent, vous ne tombez pas dans la bonne case en fait. Et il suffit que finalement, ben non, vous n'êtes pas un dispositif médical, en fait, de classe, je ne sais pas combien, vous n'êtes pas du coup un médicament. Ben non, vous n'avez pas accès en fait, à ce programme de recherche. Et à l'inverse, parfois, du coup, dans des projets très numériques, on dit oui, mais c'est très bien, mais finalement, d'un point de vue génie logiciel, par exemple, bah, c'est pas rocket science, hein, c'est pas incroyable en fait. Du coup, non, par rapport à d'autres programmes beaucoup plus avancés en fait d'intelligence artificielle, vous n'êtes pas privilégié. Et donc là, c'est de se dire, c'est un vrai sujet en tant que tel. Et donc, il faut qu'on ait des appels à projets dédiés en fait du coup numérique en santé, vraiment, et pas juste numérique, et pas vraiment santé. Et donc, notamment, sur des aspects, donc imagerie, DTX, DTM, c'est les dispositifs médicaux en fait numériques, ou hybrides thérapeutiques, c'est-à-dire c'est des dispositifs médicaux de type une canne ou autre, mais qui vont avoir une partie en fait logicielle qui va avoir une vraie valeur ajoutée. C'est pas simplement le mode d'emploi qui est dématérialisé, en fait, c'est vraiment typiquement de l'analyse de la donnée qui va permettre de faire évoluer en fait le dispositif médical ou le traitement en fait par ailleurs. Autre. Donc pareil, là aussi, l'idée c'est de pérenniser, c'est de se dire on accélère et on pérennise 15 millions d'euros en fait du coup chaque année sur ces appels à projets de recherche. Et enfin les deux derniers, et non pas des moindres. 5, les tiers-lieux d'expérimentation. Comme je vous disais en introduction, on a une problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, on manque tout simplement de terrain d'expérimentation. Et pourtant, on ne manque pas de patients. Des personnes âgées, on n'en manque pas. En fait, du coup, on en a plein. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il manque, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bien belle preuve qu'on y arrive petit à petit, mais qu'il faut encore pousser, on manque tout simplement de lieux, et de lieux physiques, mais pas que, en fait, d'espace, du coup, où on va à la fois avoir des professionnels de santé, des bénéficiaires et leurs aidants, en fait, du coup, leurs familles, et des industriels, qui du coup, en fait, vont pouvoir se rencontrer et chacun va apporter quelque chose pour se dire, d'accord, moi je comprends ton besoin en tant que bénéficiaire, en tant que patient, en tant qu'usager, moi je comprends ton usage en tant que pratique professionnelle, en tant que professionnel de santé, et comment du coup tu prescris, comment tu travailles. Pardon. Et moi, industriel également, je comprends du coup en fait tes besoins d'accès au marché que je ne peux pas sur 2 ans et demi parce qu'en fait ça va tellement vite que dans 6 mois tu dois avoir des résultats. On va lancer un appel à projet d'ici la fin de l'année où on veut labelliser en 5 ans 30 tiers-lieux d'expérimentation et pousser au moins une centaine d'expérimentations. L'idée c'est d'avoir à la fois un mariage territorial et pas simplement avoir du coup une trentaine de lieux franciliens, mais également un maillage dans les champs en fait, du coup d'activité. Donc clinique, on veut que ça soit bien entendu dans des hôpitaux, du coup médico-social, on veut que ça soit aussi dans des EHPAD, dans des services à domicile, mais également médecine de ville, qui du coup en fait pour nous doivent aussi être des terrains d'expérimentation. Et donc ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on va financer 2 choses. À la fois on va financer l'animation de ce tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est pas juste un open space dans un EHPAD. C'est pas juste 3 bureaux et de se dire mais vous pouvez venir travailler quand vous voulez. Un tiers-lieu, c'est une philosophie, c'est des méthodologies en fait du coup de travail, de co-conception, et donc on va financer déjà rien que ça, déjà rien que se dire. Eh bien, on met les gens autour de la table, on les fait travailler ensemble, on leur pousse en fait du coup des idées, on essaye de voir qu'est-ce que l'on sort derrière, on expérimente du coup des choses. Et deuxièmement, on va financer les expérimentations. Et donc,
les grandes mailles, la moitié du budget, 30 millions d'euros, ira juste sur l'animation des tiers-lieux. Et quand ces tiers-lieux ont une expérimentation à pousser, ils pourront du coup revenir vers nous, vers un guichet qui sera assez simplifié, hein, où ils diront, ben voilà, pour cette expérimentation, j'ai besoin de 50, 100, 200, 300 000 euros, pardon, et ben, du coup, pour pouvoir vraiment expérimenter et voir si derrière, ben, ça a une plus-value. En sachant qu'on va demander, et c'est pour moi tout l'intérêt du tiers-lieu d'expérimentation, qu'il évalue bien entendu le bénéfice clinique, en fait, ou sur le patient, ou le bénéfice sur la qualité de vie au travail des professionnels, mais également une évaluation d'usage. Et là, c'est tout ce que nous a apporté notamment les réflexions des Living Labs. En fait, du coup, on l'a vu ce matin ou autre. C'est de se dire, même si derrière vous avez un bénéfice clinique, si pour la personne en fait qui le vit à son quotidien, ça ne s'inscrit pas en fait dans son cadre de valeur, dans sa pratique ou autre, ça ne sera pas utilisé. C'est le fameux en fait du coup bracelet anti-chute qui, oui, c'est sûr qu'il marche, mais en fait il ressemble à rien, il est lourd à porter. Puis la nuit de toute façon, on met pas de bracelet, et donc derrière en fait il est soit attaché au chien, soit il dort du coup dans la boîte à côté du lit. Donc, et troisième dispositif, aussi troisième évaluation que l'on souhaite, c'est l'évaluation économique. Et là aussi, en fait, c'est bien beau d'avoir des dispositifs qui fonctionnent derrière, en fait, qui ont un vrai usage, mais s'il n'y a pas de marché, si tout simplement en fait c'est trop cher ou si ça ne risque pas d'être remboursé ou autre, aucun intérêt. Et donc par cela, en 5 ans, on veut derrière avoir au moins une centaine d'expérimentations, et donc potentiellement une centaine de solutions qu'on aura permis d'accélérer, mais surtout, on aura essayé de favoriser l'innovation au cœur en fait, de là où se passe la santé. Et on cherche vraiment à ce que derrière émerge même un nouveau modèle d'innovation, en fait, du coup, d'expérimentation en France, de se dire, elle doit non plus simplement être de quand on en a besoin, on va devoir des personnes âgées ou d'autres, on leur demande alors qu'est-ce que vous en pensez, mais que ça doit partir en fait de ces lieux, de ces territoires. Et enfin 6, l'accès anticipé. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, en fait, que je vais essayer de vous expliquer simplement. À l'heure actuelle, lorsque vous voulez être remboursé, en fait, donc voilà, vous avez accès aux organismes notifiés, donc vous demandez une évaluation, et ça prend en fait du coup au minimum 1 an avant d'arriver à prouver réellement que la solution en fait du coup que vous vendez peut potentiellement être remboursée tout ou partie. Là, l'idée, c'est pour un certain nombre, on va cadrer ça en fait du coup, mais un certain nombre de solutions, l'État va prendre une prise de risque. Il va se dire, ok, moi, de ce que vous me dites, l'évaluation là, elle va démarrer, elle va prendre 1 an. Je m'engage dès maintenant à ce que ça soit remboursé. Et donc pendant 1 an, en fait, du coup, le dispositif sera remboursé en avance. L'État se dire, au regard des évolutions en fait, des innovations et de la vitesse où ça va, on ne peut pas se permettre en fait, du coup, d'attendre 1 an. On ne peut pas se permettre tout simplement parce que les patients en ont besoin à l'heure actuelle. Ils n'en ont pas besoin dans 1 an, en fait, dans 1 an et demi, puis dans un an et demi, encore peut-être autre chose. Ils en ont besoin du coup maintenant. Et l'État dit, ok, je prends ma part de risque. En fait, et je le fais en fait du coup maintenant. C'est un dispositif un peu inspiré de ce qui se fait en Allemagne avec le DIGA. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à le faire passer dans le PLFSS en fait du coup 2022, avec donc une ouverture de ce dispositif en fait dès le début de l'année prochaine, où on va pouvoir commencer déjà à avoir un accès anticipé au remboursement de certaines solutions en fait du coup numériques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour en fait du coup dans la fusée, surtout que vous êtes prêts à embarquer avec nous. Bon, en tout cas, il nous reste quelques minutes, je serais ravi en fait de répondre à vos questions. Malheureusement, je devrais du coup devoir vous quitter à 16 h, donc si j'ai pas pu répondre à tout, je vous invite du coup à me contacter, j'ai laissé mon adresse courriel. Merci. Alors, étant moi-même le propre animateur de ma propre session, en fait, du coup, voilà, je vais ne pas me poser de questions si vous n'y voyez pas, en fait, du coup, d'intervenant. Mais par contre, s'il y a une question ou deux dans la salle, je suis preneur. Alors, on se dit toujours que j'ai été très, très clair et que du coup, il n'y a pas besoin de questions. Et voilà. Ah, monsieur. Merci beaucoup, c'était très clair. Juste une question, alors j'ai peut-être pas bien lu la diapo. Vous avez parlé de formation en santé numérique. J'ai l'impression que ça concernait surtout les ingénieurs sur la diapo et les professions médicales. Je l'ai mal lu, c'est ça? Ah oui, étudiants en santé, je l'ai mal lu. Ok, c'est réglé. Ça concerne surtout les étudiants en santé, en fait. Sinon ouais, 1, 2, voilà, ah, merci. Donc effectivement, en fait, ça concerne... Quand on a réfléchi à la formation, on a divisé tout simplement par public. Et on s'est dit, le premier public, c'est les professionnels de santé.
Et donc, grand plan d'action sur la formation initiale. Il y a également des actions sur la formation continue, je ne vais pas vous en parler, mais voilà. C'est le premier public, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, le deuxième public, c'est ce que nous, on appelle, peut-être maladroitement, les professions connexes, du coup, à la santé numérique, c'est-à-dire, ce n'est pas les professionnels de santé, mais c'est toutes ces professions qui agissent au quotidien. En fait, là, vous en faites partie certainement, donc des ingénieurs, bien entendu, mais également des juristes, des professions réglementaires. Voilà, c'est toutes les professions qui sont dans cet écosystème de numérique en santé et qu'il faut qu'on s'adresse. Mais bien entendu, le gros des troupes, si je peux me permettre l'expression, ça va être les professionnels et ça va être de former l'ensemble des professionnels de santé de ce pays au numérique en santé. Et on ne va pas former l'ensemble des ingénieurs au numérique en santé, par contre. On va essayer de se dire déjà, on accélère, enfin, on augmente un peu. Et donc, typiquement, si on a 2000 ingénieurs de plus d'ici 3 ans, on aura déjà franchi un gap sur ce secteur d'activité. Oui, bonjour, kinésithérapeute libéral. J'ai 2 questions. Sur la première diapo, il était marqué au niveau des médecins. Je voulais savoir s'il était compris l'ensemble, médecine de ville. Est-ce qu'en fait, il faut le prendre au sens large avec l'ensemble des professionnels de santé de ville, ou est-ce que c'est que les médecins? Est-ce que ça comprend l'ensemble des autres auxiliaires médicaux? Et deuxièmement, pour rebondir sur la formation, est-ce que c'est aussi prévu, par exemple, dans le cadre du DPC? Je me dis, je ne suis pas très vieux, j'ai 42 ans, mais je pense qu'on va être un certain nombre à être largués. Est-ce que c'est prévu dans la formation continue une mise à niveau? Parce qu'il existe beaucoup de nouveaux outils. Déjà, on n'a pas été formé comme ça à la base, et je pense qu'il y a d'abord le besoin de, il est nécessaire de faire des formations pour que chacun puisse prendre conscience du besoin d'utiliser ces nouveaux outils. Alors, médecine de ville, donc ce n'est pas juste les médecins, vous avez cité qui d'autre typiquement en fait? Pour que je comprenne bien la première question, la deuxième. Alors, je suis kinésithérapeute, donc évidemment je pense aux kinésithérapeutes, mais les infirmiers, les podologues, tous ceux qu'on retrouve dans le cadre de l'exercice coordonné, par exemple. Ok, alors oui, du coup en fait là, effectivement quand on dit médecine de ville, c'est l'ensemble des professionnels de santé du coup libéraux, là derrière, ou alors salariés qui interagissent en fait du coup dans quelques cas en fait ou autre, mais c'est quand même surtout principalement en fait des libéraux qui sont de la médecine en fait du coup de proximité et comme vous pouvez des kinés en fait du coup des médecins en priorité. J'avais me demandé si vous posez la question de infirmiers ou autre parce que souvent s'il y a on le dit quand même pas mal avec médico-social, mais dans médecine de ville santé libéraux, pardon. La deuxième question en fait du coup pareil, c'est la formation continue. Formation continue, in fine, moi je ne pensais pas, mais c'est beaucoup plus complexe en fait que la formation initiale. Un infirmier, typiquement, peu importe en fait du coup à l'heure actuelle où est-ce qu'il travaille, un infirmier il a fait un IFSI. Et donc si demain vous financez tous les IFSI de France, vous financez tous les infirmiers de demain. Un infirmier à l'heure actuelle, il peut être libéral, il peut être salarié de la fonction publique hospitalière, il peut être salarié en fait du coup d'un groupe privé dans le sanitaire, d'un groupe privé en fait du coup dans le médico-social, donc pas avoir accès au même OPCO ou autre. Donc là, c'est une succession de petites actions en fait, qu'on est en train de poser. Et donc typiquement, sur l'Agence nationale du DPC, avec qui on travaille, on a réussi à ce que pour la prochaine triennale, pour ceux qui ne le savent pas, le DPC, ça marche par 3 ans en fait. Donc là, pour la prochaine triennale, 2023, 2024, 2025, il y aura une orientation prioritaire numérique en santé. Et parce qu'on essaie de bien faire les choses, elle s'adaptera sur le même référentiel de compétences que celui qu'on va pousser en formation initiale. L'idée, c'est de se dire, on a un référentiel de compétences, on le pousse en formation initiale avec notre appel à manifestation d'intérêt, on l'intègre en fait dans les référentiels de compétences et on fait que ça soit le même référentiel pour la formation continue avec l'Agence nationale du DPC. Mais on va plus loin. Avec l'appel à manifestation d'intérêt qui s'adresse à la formation initiale, on va demander à ce que les instituts qui dispensent du coup ces cours en formation initiale, ils puissent également le dispenser en formation continue. Donc là, on va de facto avoir une offre de formation continue qui va être beaucoup plus importante. Mais on se dit, si les établissements qui répondent à l'appel à manifestation d'intérêt pour la formation initiale sont labellisés DPC, on travaille pour que ça soit automatiquement pris en charge par le DPC en formation continue. Ce qui nous permettrait à nous, on finance la formation initiale, on finance l'ingénierie pédagogique, la mise en place de ces modules, mais par des accords qu'on passe avec les OPCO ou l'Agence nationale du DPC, l'ensemble des professionnels pourraient y avoir accès et à chaque fois, ce qu'on y travaille, prise en charge automatiquement par
leur CPF, leurs OPCO, leur DPC, en fait, voilà. Et ça serait du coup les mêmes formations, ou potentiellement un petit peu adaptées, mais en tout cas sur la base du même socle. Est-ce que ça vous répond? Bonjour, merci beaucoup. Super intéressant la chose que vous avez fait avec les DIGA, non? Et on a créé à l'Espagne un groupe pour pressionner notre gouvernement, on croit que le gouvernement doit copier aussi les DIGA allemands. Dans votre cas, vous avez déjà copié ou c'est seulement une initiative pour essayer de faire une chose pareille, mais pas encore a été implémentée? Ok, alors, en toute franchise, je ne maîtrise pas assez, en fait, vu que ce n'est pas moi qui porte ça, pour se dire par rapport aux DIGA, quelle va être la différence ou pas par rapport à ce qu'eux font pas. Ce que je sais par contre, c'est que l'ayant fait passer dans le PLFSS 2022, donc du coup le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en fait, donc in fine, ce qui veut dire en 2022, ça va commencer à être remboursé. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore au stade, on a dépassé le stade de la réflexion. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a un budget établi et qu'à partir de 2022, on va avoir une série, donc ce budget par contre il est plafonné, une série de solutions qui vont avoir un remboursement anticipé. En fait, voilà. Par contre, dans quelle mesure par rapport au DIGA, il y a quelques nuances, quelques différences, très sincèrement, en fait, du coup, je ne pourrais pas venir. Par contre, je peux vous renvoyer vers mes collègues qui sont vraiment en fait, sur ce sujet. En fait, voilà, du coup. Mais ravi aussi de voir qu'en Espagne, ce sujet avance. Je sais de par mes collègues Europe que typiquement, c'est une réflexion un peu commune. Donc, vous savez que la santé ne fait pas partie des prérogatives en fait, du coup, de l'Union européenne, mais il y a des groupes de travail quand même communs. Et c'est de se dire, derrière, comment on peut, en s'inspirant de ce dispositif-là, accélérer le marché et potentiellement, derrière même, créer un marché européen. Il est 40. Je vous propose en fait du coup qu'on passe à la prochaine présentation. En fait, si on veut pas trop prendre de retard. Je vous remercie. Du coup, j'appelle Adeline Maillard de la Fondation IDEML.